Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, oui, pour le débriefing de WWE SmackDown. Et oui, c'est le dernier show. Après, on ira vers le SummerSlam. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que il y aura le débriefing qui aura lieu demain dans la journée. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à y faire un tour, à me dire ce que vous en avez pensé, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce show concrètement? Alors, c'est vrai que depuis quelques temps, vous avez vu, hein, je suis quand même assez critique vis-à-vis de SmackDown. Show intéressant, mais qui manque parfois de certaines choses. Et donc, pour ce show qui est toujours pareil, c'est-à-dire dernier show, on évite concrètement de blesser les principaux protagonistes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu très très peu de matchs de catch. Concrètement, d'ailleurs, on n'a même pas vu des lutteurs, entre guillemets, présents lors du PLE lutter aujourd'hui. Concrètement, voilà, c'est assez clair pour être souligné. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé finalement de cela? Alors, dans cette miniature, on va la décortiquer. Vous voyez notamment des nouveaux champions par équipe. On va y revenir là-dessus. D'ailleurs, il y a une petite chose que je voulais revenir par rapport à ça. Vous inquiétez pas, parce que oui, si la Bloodline a récupéré les ceintures par équipe, eh bien, il y a beaucoup de choses qui m'ont gêné dans ce match et je vais y revenir. On parlera également d'Ellen Knight, qui a un petit peu tourné en bourrique Logan Paul. On va y revenir bien évidemment. On parlera également de des matchs qui étaient proposés. Il y avait un match entre Andrade et Carmelo Hayes. Il y avait un match pour les ceintures par équipe féminine de la WWE avec Bianca Belair, Jet Gargill contre Isla Dawn et le dernier et Alba Fire, voilà. Et il y avait également un dernier match qui était proposé aussi, show où voilà, il n'y a pas eu, voilà, entre Santos Escobar et Apollo Crews. Voilà, tout ce qu'il y avait à dire par rapport à ça. Alors, il y a eu un petit segment aussi, on va y revenir après, où Tiffany Stratton a obtenu une nouvelle mallette du Money in the Bank. Bon, écoutez, on va y revenir là-dessus très rapidement. Pas de quoi pavoiser, c'est assez classique, on aime bien customiser les mallettes pour les boutiques, on va y revenir là-dessus, pour ainsi dire. Allez, c'est parti donc, on va commencer tout de suite avec le premier événement de la soirée, c'était le début du show, avec finalement la confrontation entre Cody Rhodes, le champion incontesté et incontestable de la WWE, et le soi-disant Tribal Chief, Solo Sikoa. Et donc il est en train, donc Cody Rhodes arrive, il commence tout simplement à s'exprimer, et en fait il veut s'exprimer, et à ce moment-là, eh bien on a la foule qui chante We Want Roman. Pourquoi? Parce que Solo Sikoa est venu. Et à ce moment-là, Cody nous dit qu'il n'a pas l'intention de perdre, qu'il va venger Randy Orton, qu'il va venger Kevin Owens. Et il fera de même avec toi, donc Solo Sikoa, il fera ce qu'il faut pour ainsi dire. Et là, il explique la défaite de Roman Reigns. Il dit voilà, Roman Reigns, pourquoi il a perdu face à toi? C'est parce que c'était un Tribal Chief faible. Lui n'est pas faible, il est même plutôt dangereux. Et il va le montrer au SummerSlam. À ce moment-là, nous avons les trois sbires de la Bloodline qui arrivent. À votre gauche, vous avez Jacob Fatu. À droite, vous avez Tanga Loa, pardon. Et enfin, au milieu, vous voyez Tamatonga qui est présent, pour ainsi dire. Et là, on se dit que Cody Rhodes va se faire attaquer, surtout que Cody, d'ailleurs, le dit, il n'a pas peur de la Bloodline. Et là, il lui dit, d'ailleurs, il propose à ce moment-là un Bloodline Rules match. Et là, Cody, il accepte, concrètement, voilà, c'est accepté, et le match a tout simplement été donné, mais il dit Solo, écoute, moi si j'avais envie, je claquerais des doigts, et tu serais déjà en train de te faire détruire. Mais c'est pas ce que je vais faire, parce que il explique que Jacob et Tabatonga ont un match de championnat ce soir, et donc ils ont besoin de se travailler là-dessus, pour ainsi dire, d'ailleurs il le dit. Et là, Cody termine en disant... Pour réussir à battre, il faut que j'affronte le Tribal Chief. Le problème, c'est que t'es pas là. Bah, je vais me considérer une copie, une pâle copie du Tribal Chief, c'est-à-dire tout simplement Solo Sikoa. Alors, le segment est pas mal. Franchement, moi j'ai trouvé que le segment était cool. Franchement, c'était très très bien. Franchement, oui, j'ai dit beaucoup de fois franchement. Oh, le match était cool. Franchement, le match était sympa. Il y avait beaucoup de qualité dans ce segment. Après, c'est vrai que c'est un segment... On sent que c'est pour clôturer la situation. Voilà, on veut clôturer l'histoire, on veut clôturer le fait qu'à un moment donné, il y avait un début et une fin. Il n'y a pas eu d'intervention. C'est vrai que moi, je m'attendais peut-être à ce que les DIY viennent pour prêter main forte à Cody Rhodes, pour lui montrer, voilà, non, toi, t'es pas là, mais nous, on est là. On est les 5 champions par équipe de la WWE, parce que
Jacob et Tamatanga auraient pu intervenir et les deux auraient pu intervenir également pour lui mettre un peu la pression. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et au final, ben voilà. Mais il voulait clôturer cette rivalité avec ça. T'apprends donc qu'il y a un Bloodline Rules match. Je pense que la raison de ce Bloodline Rules match, qui finalement est un match sans disqualification, c'est tout simplement pour quoi? Pour tout bonnement faire revenir quelqu'un. Tu ne crées pas une disqualification si tu n'as pas l'ambition de faire un truc épique. Soit ils vont refaire. Alors le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas faire le remake de WrestleMania. Parce que je vous vois déjà arriver. Imaginons, on voit le retour de Randy Orton, le retour de Kevin Owens, et on pourrait imaginer le retour de Roman Reigns par la suite qui viendrait par rapport à ça. Donc ça serait la première possibilité. Le truc, c'est qu'on pourrait imaginer peut-être un Jimmy Uso qui viendrait. Bon, Paul Heyman viendrait, et enfin, voilà comment on ferait. Jimmy Uso qui viendrait pour s'en prendre à un Détroit. Et puis par la suite, on aurait Paul Heyman qui fait Ladies and Gentlemen. Et là, à ce moment-là, tu entendrais la musique de Roman Reigns qui s'en prendrait à Solo Sikoa. Le problème dans cette histoire, c'est qu'ils sont trois à devoir être dégagés. Et il faut quelqu'un qui soit, on va dire, identique par rapport à ça. La seule solution serait que Jay vienne prêter main forte à son frère. Donc, il intervienne contre la nouvelle Bloodline, mais il faudrait une raison particulière pour qu'il le fasse. Donc, pour l'instant, on n'a pas de raison. Jay est tranquille à WWE Raw. Ils sont parfois venus lui un petit peu le titiller. On peut imaginer aussi, par exemple, peut-être un Cody qui se fasse tabasser, Jay qui viendrait aider, et ça pourrait relancer la Bloodline. Mais concrètement, si vous prenez les chiffres tels que c'est, tu ne peux pas lancer Kevin Owens, Randy Orton, et à la limite, si tu veux, tu peux mettre Jimmy Uso. On peut imaginer ça aussi. Alors après, la question, c'est est-ce que Tanga Loa peut lutter, lui? Ça, c'est vraiment une question. Est-ce qu'il peut se recevoir des coups? Après, il a pris un coup, je crois, lors du match, donc a priori, c'est possible. Mais concrètement, on peut imaginer, voilà, Randy Orton, Kevin Owens, mais je ne suis pas trop fan de cette situation pour une raison. Parce que tout simplement, ça c'est le remake de WrestleMania. Ça a été énorme à WrestleMania parce qu'il y avait vraiment de l'épicness et on était très content de voir ça. Je pense que si vous le refaites une nouvelle fois, ça risque d'être un peu chiant, pour ainsi dire. Donc, par la suite, eh bien, on a eu donc le final, c'est-à-dire ça. Alors, le match était exceptionnel. Franchement, le match était cool. Moi, j'ai rien à dire sur le match. Celui qui me dit non, le match était pas dingue, le match était pas ouf. Non, le match était très très bien. Honnêtement, il y avait de l'intensité, il y avait de l'envie. Les interventions de Solo Sikoa et donc de Tanga Loa sont pas gênantes en soi. Honnêtement, on sait comment fonctionne la Bloodline et on est globalement peu surpris par rapport à ce qui s'est passé. Donc, moi, je suis pas surpris. Franchement, je suis pas surpris. Par contre, il y a plusieurs choses qui me gênent. Alors, le fait que Tamatonga et Jacob Fatu remportent les ceintures par équipe maintenant, j'ai le sentiment d'un retour en arrière. C'est-à-dire que alors déjà première chose, c'est les DIY, ils ont récupéré les ceintures il y a quelques semaines, ils les ont déjà perdues. C'est très gênant. Parce que ça veut dire que Johnny Gargano et Tommaso Ciampa doivent malheureusement repasser au second plan. On sait qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, mais là, je suis désolé, si c'est pour faire revenir Kevin Owens et Randy Orton et leur dire « Ah bah vous allez avoir un match pour les ceintures par équipe à un moment donné », c'est gênant. Là, honnêtement, je trouve, ou alors faire revenir les Usos ensemble, ce qui serait un énorme retour en arrière, ce serait également gênant. Le problème de ça, c'est que au final, moi je pense que faire cette décision de faire que Tamatonga et Jacob Fatu remportent les ceintures par équipe, c'est surtout pour créer un epic moment avant le SummerSlam. Pour que les gens disent « Ah ouais, putain, ils ont remporté les ceintures par équipe. Là, ils sont chauds. Solo Sikoa, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Solo Sikoa, lui va remporter le titre et ça va devenir la nouvelle Bloodline. » Alors, comment vous dire? Moi, dans l'idée, je dis pas non. Mais le truc, c'est que je pense pas, c'est mon avis encore une fois, hein, je ne pense pas que le public, aujourd'hui, est prêt à une deuxième Bloodline. C'est-à-dire que quand,
c'était Roman, les Usos, Sami Zayn, Paul Heyman, on s'était fait à ça. Mais au bout d'un moment, il y avait ce côté un peu redondant et il y avait ce côté aussi domination qui donnait envie de voir ça. La Bloodline faisait fils d'évolution concrètement et l'évolution a remporté toutes les ceintures à un moment donné. Donc tu étais quand même globalement assez... Il y avait ce côté epicness dans le sens où Roman d'ailleurs dominait tellement et que c'était lui qui tenait le truc, que les Usos étaient très forts. Là, je suis désolé, on parle de personnes qui viennent d'arriver et on leur donne déjà une ceinture. À la limite, si vous voulez, on va me dire, oui, non, mais c'est pas grave, si au moins on leur donne de l'epicness. Oui, sauf qu'on le fait de l'epicness contre les DIY qui, eux, déjà ont besoin d'epicness eux aussi et qui galèrent quand même. Donc il y a un problème par rapport à ça. Mais le plus dramatique dans cette histoire, c'est qu'on aurait pu justifier cette non-victoire de la part de Tonga et de Fatu. Vous avez eu des interventions durant le match de Solo Sikoa et de Tangaloa. La question que je vais vous poser, elle est simple. Où est Cody Rhodes? Parce que je l'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Hein. À la limite, ils auraient gagné quand même. Bon, pourquoi pas? Mais moi, j'aurais été à la place de... Il y a une intervention de la Bloodline. Une intervention de Solo Sikoa, challenger numéro 1 pour le titre Undisputed de Cody Rhodes. Il est où, Cody? Il doit être là, il doit être dans ce match, puisque Solo intervient. Alors après, peut-être qu'il se fait détruire, mais dans cette histoire, il doit intervenir. D'ailleurs, je tiens juste à préciser une chose importante. On pourrait faire un bilan voilà, de cette rivalité, mais cette rivalité, pardon de le dire ainsi, ben elle est nulle. On parle justement d'un début. Souvenez-vous de ce qui se passe au début. Solo Sikoa détruit Randy Orton et détruit Randy Orton et détruit Kevin Owens. Comment vous pouvez justifier le fait que ces deux-là ne sont pas aux prises avec Cody Rhodes? Comment Cody Rhodes ne peut pas s'énerver face à ces deux-là et vouloir en découdre avec la Bloodline, avec des chaises, des marteaux, tout ce que vous voulez? Je l'ai déjà dit lorsqu'il était à WrestleMania, attention Cody, le gars ne doit pas être un John Cena bis, il est trop gentil. Alors vous allez me dire, oui mais c'est son côté un peu gentleman, etc. Oui, sauf que le problème c'est que son côté gentleman est en train de lui pourrir la vie. Il faut qu'il comprenne, Cody, que là, le mec il dit voilà, je vais faire un Bloodline Rules match. Si le mec il passe son cul le visser au sol avec Solo Sikoa qui prend un kendo stick, il tape dessus. Là, je le dis non. C'est pas terrible, c'est nul et non avenu. Donc, de vous à moi, je le dis clairement et je le redis à nouveau, ça fait partie, de mon point de vue, des déceptions de cette rivalité. Tu fais perdre des gens qui sont proches de Cody, et ben, il faut que tu le sentes. Et à aucun moment, tu vois Cody qui a toujours ce self-control à la Cena, qui pour ainsi dire est insupportable. Voilà. Bon, ensuite, on a eu ça. Alors, pour expliquer, donc Logan Paul est venu, donc il a notamment mis, voilà, il a expliqué que il avait une affiche, donc il a montré l'affiche. En fait, dans l'affiche que vous voyez un yeah apparaître. Et par la suite, la musique d'LA Knight retentit, il arrive, il dit qu'il a 24 heures de SummerSlam, il dit qu'il va à une autre affiche en coulisses, et là il part en coulisses, il récupère la voiture de Logan Paul, donc avec le logo Prime, il se barre, et là à ce moment-là, Logan Paul essaie de l'en empêcher, il ne peut pas. Alors, je ne sais pas, mais la WWE, parce que LA Knight il est pour rien dans cette histoire, on m'explique, pardon, bien c'est le public qui l'explique, mais ça reste une explication, que LA Knight, c'est Stone Cold. Dans le sens où le gars, il est badass, il respecte personne, et je pense même que si on était dans les années 90, si Stone Cold le faisait, ce serait différent. La réalité, c'est que Stone Cold Steve Austin, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait détruit la voiture de Logan Paul. Il aurait pris, je sais pas, un truc de ciment, il aurait mis du ciment dans la voiture, il aurait fait un enfer de cette caisse.
Et ça aurait pu être aussi un pied de nez avec, avec cette fameuse news que vous avez certainement dû voir. En fait, il faut savoir qu'au SummerSlam, il y aura deux sponsors qui seront précisés au niveau du ring. Le premier, c'est Prime, qui restera présent. Et il y a le deuxième, donc qui est une marque, alors je pourrais plus vous donner la marque, une marque de restaurant, de resto de poulet. À la limite, tu mets ça. Comme tu as fait ça à ce moment-là, et notamment au SummerSlam, tu fais venir LA Knight avec une nouvelle voiture. Alors peut-être qu'ils le feront, hein, mais la voiture de la marque de poulet. Ça aurait largement suffi. Là, ce que tu as fait, c'est que tu as mis LA Knight dans la voiture, tu t'es barré. Deuxième chose, est-ce que c'est pas pour froisser le, le sponsor? Mais excusez-moi, ils peuvent le détruire. Pourquoi? Vous allez me dire, oui, mais elle est customisée à la manière de Logan Paul et tout ça, on peut pas trop gérer. Et alors? Excusez-moi, hein, cette voiture, si vous mettez du ciment dedans, vous savez ce qui va se passer? Il va se passer que cette voiture va gagner de la valeur, que le public va en parler, et au final, ça aurait été plus important. Donc moi, à mon point de vue, voilà. De plus, je t'amènerai juste avec un dernier point. Ce que vous avez vu là, ça aurait dû arriver bien avant. Faut arrêter de nous faire croire, voilà, il aurait dû arriver 1 à 2 semaines avant. Et c'était pas le cas. Voilà, donc après cela, on va parler un petit peu des 3 matchs qui ont été proposés. On va commencer avec la Haute côté. En tout cas, bon, des matchs, on va dire, assez quelconques, pour dire la vérité, où j'ai pas, on va dire, il n'y a pas vraiment de gros storytelling. Santos Escobar, il a battu Apollo Crews, mais bon, c'est pas une surprise. Alors c'est bien aussi que Baron Corbin et Apollo Crews ont un push. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça leur donne vraiment une vraie importance, et ça, c'est cool. Très bon match entre Andrade et Carmelo Hayes, encore, bravo, super match. Alors je ne sais pas pourquoi ils s'affrontent encore, est-ce qu'il y a une raison particulière? J'ai pas l'information, j'ai pas suivi SmackDown la semaine dernière, donc je m'en excuse, mais j'ai pas l'information. Et pour terminer, eh ben, super match aussi, entre Bianca Belair, Jet Gargill, Isla Dawn et Alba Fire. Alors, pourquoi Blair Davenport est intervenu? C'est vraiment une grande question. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un trio qui va se former et Bianca et Jade vont devoir ramener quelqu'un en plus pour les aider? Moi j'ai mon idée, hein, de qui ils vont ramener. Ils vont certainement. Alors le problème, c'est qu'à mon avis, la personne qui sera choisie sera forcément Naomi. Pourquoi il y a promis une personne, mais ils auraient certainement choisi Naomi, qui était quand même le soutien principal de Belair. Alors, attention, après il y a Bayley qui peut. C'est vrai qu'ensuite, en plus, si vous avez remarqué, Bayley, elle a Michin qui l'aide. Donc finalement, Naomi pourrait se mettre là-dedans. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est pas ça. C'est que Bianca et Jade, on sait tous pourquoi, ils sont en train de patienter le temps qu'il y en a une qui tourne sur l'autre. Le cas de Naomi est plus particulier. Parce que là, je me rends compte de plus en plus que Naomi, là, Naomi a affronté Blair Davenport d'ailleurs. Naomi, le gros problème, c'est que depuis qu'elle est revenue, depuis qu'elle a fait son retour, qu'elle est passée de Trinity à de retour Naomi, c'est un peu compliqué. Alors ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, loin de là, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais j'ai envie de dire, c'est poussif, hein. C'est poussif. Et honnêtement, quand je vois cette poussivité, c'est pas français, cette poussivité présente dans cette histoire, t'as envie de dire, compliqué, hein. Donc j'ai envie de donner un truc aussi, c'est Naomi, il va falloir qu'on fasse quelque chose d'elle. Mais ça fait partie du flopé de lutteurs qui sont présents, hein. Je veux dire, Ricochet, au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il n'y arriverait pas. Il y a des lutteurs aujourd'hui, notamment Dijak qui est parti, qui se rendent compte malheureusement que le roster est trop complet et que malheureusement ils n'y parviennent pas. D'ailleurs, on va y revenir, et notamment dans le bilan de ce qui se passe. On va commencer tout de suite. Ah merde, pardon, excusez-moi, vous avez vu un truc qu'il fallait pas regarder. C'est pas grave, je vous aime beaucoup. Voilà, on enlève ça, et donc on fait ça, voilà. Donc, quel est le bilan finalement de ce show? Bah, le bilan, il est bien. Franchement, on peut pas dire que le show est mauvais. Il y a 3 matchs intéressants. Il y a 3 matchs intéressants. Honnêtement, le main event est excellent.
Il y a du changement. On a la Bloodline qui reprend entre guillemets un peu le pouvoir et qui semble se diriger vers cette rivalité entre la Bloodline 1.0 et la Bloodline 2.0. On peut même appeler la Bloodline Roman contre celle de Solo. C'est une bonne idée. Je pense que ça va être une rivalité aussi qui va perdurer au fil des semaines. Je pense même d'ailleurs qu'on va aller jusqu'au Survivor Series avec un War Games entre les deux Bloodlines qui vont s'affronter. Donc ça c'est plutôt cool. Il faudra voir comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà ce qu'il en est. Le seul hic que j'ai dans ce show et même dans ce qui va se proposer, c'est au final, j'ai du mal à comprendre la continuité en fait. En fait, il y a plusieurs choses. La première, Cody qui nous fait du Cena. Cody, qu'est-ce qui se passe? Cody, il voit perdre Randy Orton. Alors le public est à fond derrière Cody, mais ça va peut-être falloir qu'il fasse gaffe parce qu'il fait du Cena depuis le début. Cody et il perd Randy Orton et Kevin Owens. Pas de réaction. Comme John Cena d'ailleurs. Moi je suis à la place de Cody, je deviens fou. À cause de moi, je perdu, mes deux amis se sont fait détruire. Moi je suis à votre place, admettons. Vous avez pris une décision, vous avez fait un truc, vos potes vous soutiennent parce que c'est vos potes, sauf que vos deux potes, ils ont des problèmes maintenant. Ils se sont fait, je sais pas, par exemple, alors, on va dire des problèmes X, vous prenez des problèmes que les problèmes financiers, problèmes physiques, problèmes ce que vous voulez. C'est qui doit réagir là? Là, Cody, il doit aller voir la Bloodline et tenter de les défoncer. Pourquoi il reste sagement tranquille? Les ceintures, là, il aurait dû, lors du main event, il aurait dû intervenir et dire très clairement, je viens vous prêter main forte, les DIY. Au moment où Solo intervient, il faut qu'il intervienne. Alors après, est-ce qu'on le ménage parce qu'il est blessé? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas suffisant. Logan Paul, c'est pareil. On a l'impression, peut-être qu'on n'a pas voulu frustrer le sponsor. Mais justement, en faisant ce que vous aviez fait là, vous auriez fait quelque chose. Petit aparté, j'ai l'impression que depuis les années 2010, depuis les années 2020 d'ailleurs, on fait très attention à ce qu'on fait. À une époque, alors je vais peut-être faire mon vieux réac à la con, hein, clairement. Moi, je me rappelle des années 90-2000, on pouvait être un peu provocateur, ça ne faisait pas un scandale. Là, il suffit de ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Alors après, vous êtes d'accord, pas d'accord. Ce qui s'est passé avec Philippe Catherine, je prends une aparté, mais vous allez comprendre. Le mec a dû s'excuser d'un sketch, enfin d'une, pas d'un, ouais, c'est un sketch, mais moi je trouve ça inadmissible. Moi je trouve ça inadmissible. Pourquoi? Il devrait s'excuser alors que c'est de l'art. L'art, c'est tout ce qu'il y a. C'est provocateur, c'est sensuel, c'est subjectif et suggestif. C'est ça la définition de l'art. C'est une subjectivité. T'aimes pas, c'est ça l'art. Quand vous voyez par exemple une peinture d'une femme nue, aux dernières nouvelles, c'est, on pourrait dire, vous aimez pas parce que vous trouvez ça dégradant pour la femme ou un truc comme ça, enfin bref, vous trouvez ça incorrect, irrespectueux, vous trouvez ça pas terrible, c'est votre droit. Quand vous voyez par exemple, je sais pas, deux hommes en train de s'embrasser, excusez-moi, hein, faut arrêter faut sortir des années 60, hein. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Il y a des pays qui n'ont pas cette possibilité d'avoir ce droit, d'avoir ça. Il y a des pays d'ailleurs où des gens fuient pour cette raison. Excusez-moi, commencez pas à faire votre vieux réac de merde à la con, quoi. Mais moi, ce qui me gêne, je reviens justement à ça, pour revenir sur ces sujets. Là, il fait quoi? Ah, mais attention, ça va perdre de l'argent, parce que c'est une histoire aussi de business. Parce que all about the money, comme dirait un ancien président de la WWE. Arrêtez. Honnêtement, tu veux. En fait, ce que j'ai envie de dire à Triple H, c'est Trip Hunter. Tu veux être trash, vas-y. Tu veux être badass. Je sais pas, excusez-moi. Pendant une période, il y avait du sang. Ouais, du sang. Vous voyez du sang couler là, avec l'arrivée de la Wyatt Six. Vas-y. Pourquoi tu fais pas?
Parce que t'as le petit enfant qui va faire oh mon dieu, Chad Gable il saute de partout. Et alors? Et alors? Où est le problème? Tu lui dis que c'est du ketchup, c'est tout. Bon bref, voilà. Donc bon show, mais qui n'est pas plus que je pense. Voilà. Allez, on se retrouvera donc demain soir, enfin demain soir je pense, hein, pour le débriefing de WWE SummerSlam. Il y aura une vidéo comme là. En tout cas, merci à vous, prenez soin de vous, et ciao.